Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, votre rendez-vous d'actu politique française et internationale. 90 minutes de débat pour donner du sens à l'actualité. Et voici le sommaire de ce 19 février. Le Rassemblement national ne s'inscrit pas dans l'arc républicain. Cette déclaration d'Emmanuel Macron dans une interview à l'Humanité réveille les critiques sur la stratégie de l'exécutif face aux extrêmes. Le président de la République et son Premier ministre qui n'ont par ailleurs toujours pas trouvé de tête de liste pour les élections européennes. À moins de 4 mois du scrutin, est-ce déjà trop tard pour éviter une lourde défaite? Réponse dans une minute. Et puis pour notre second thème, le choc après l'annonce de la mort d'Alexeï Navalny dans sa prison de l'Arctique russe. Sa veuve était reçue aujourd'hui par les autorités européennes à Bruxelles. Elle reprend le flambeau du combat contre Vladimir Poutine. Je poursuivrai l'œuvre d'Alexeï Navalny, je continuerai pour notre pays avec vous et je vous appelle tous à vous tenir près de moi. Ce n'est pas une honte de faire peu, c'est une honte de ne rien faire, c'est une honte de se laisser effrayer. À moins d'un mois des élections présidentielles en Russie, pourquoi fallait-il faire disparaître Navalny? Sa mort révèle l'absence de limite du président russe. Est-ce aussi un signe de fébrilité, voire de faiblesse? On en débattra dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, au-delà des élections européennes, une autre équation très difficile à résoudre pour Emmanuel Macron, celle de l'endettement de la France. Bruno Le Maire a annoncé hier un nouveau plan d'économie de 10 milliards d'euros. Mais comment tenir cette promesse alors que les revendications sociales se multiplient à 5 mois des Jeux Olympiques? Jérôme Rabier. Fini l'optimisme à Bercy, la prévision de croissance pour 2024 est rabaissée de 1,4% à 1%. Et pour compenser cette baisse d'activité, il va falloir faire des efforts, prévient Bruno Le Maire. On gagne moins, on dépense moins. Très précisément, nous allons, avec le ministre des Comptes publics, réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024. Pas question pour le gouvernement d'augmenter les impôts. La moitié de ces 10 milliards d'euros seront donc trouvés dans les ministères qui devront économiser. Toutes les dépenses seront réévaluées. On va faire 750 millions d'euros d'économies sur nos achats. On va réduire les surfaces de bureaux de près de 25% d'ici 2030. De manière générale, on peut bâtir un État plus sobre. Pour trouver les 5 autres milliards d'euros d'économies, l'État va aussi couper dans ses objectifs pourtant votés il y a 2 mois lors de l'examen du budget. 1 milliard de moins, par exemple, pour le dispositif MaPrimeRénov' qui permet d'isoler les logements. L'aide publique au développement sera aussi amputée de 800 millions d'euros. Et les opérateurs de l'État seront mis à contribution. Le gouvernement avait pourtant rejeté en décembre dernier les propositions de la droite sénatoriale qui allaient en ce sens. C'était pas il y a 2 ans, c'était il y a à peine 2 mois. Donc ce double langage, alors c'est plus du en même temps, c'est je dis tout et son contraire. Il y a quelques jours, fin janvier au Sénat, lorsque je l'ai interpellé, il considérait qu'il n'y avait pas de problème. Voilà, donc on ne peut pas aujourd'hui continuer durablement d'être sur ce double langage. En ajustant ses dépenses à ce ralentissement de la croissance, l'État espère conserver son déficit de l'année à 4,4% du PIB, conformément à ses engagements européens, et vise toujours un retour sous la barre fatidique des 3% en 2027. La stratégie confuse d'Emmanuel Macron face au Rassemblement national, ce sera le thème principal de notre débat avec Pascal Perrineau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes politologue et professeur à Sciences Po Paris. Lucille Schmitt, bonsoir et bienvenue. Vous êtes vice-présidente du cercle de réflexion La Fabrique écologique et auteur de ce livre Emmanuel Macron à contre-temps paru aux éditions Bayard. Benjamin Morel, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Constitutionnaliste, maître de conférence en droit public à Paris 2 Panthéon-Assas et je cite votre livre La France en miettes, régionalisme, l'autre séparatisme, publié aux éditions du CERF. Et j'ai le plaisir d'accueillir également Asdine Ahmed Chaouch. Bonsoir Asdine, éditorialiste politique. Bienvenue une nouvelle fois sur ce plateau. C'est votre deuxième et il y en aura beaucoup d'autres. Allez, on va parler donc arc républicain. Ce sera d'ailleurs le thème de votre édito dans un instant. Mais d'abord, on rebondit sur le sujet d'ouverture. Ce plan d'économie annoncé par Bruno Le Maire hier soir, ce dimanche soir sur TF1. Pascal Perrineau, retour à la réalité. Le gouvernement ne pouvait plus continuer de tabler sur une croissance
croissance à 1,4%, alors que tout le monde disait le contraire en France et dans le monde, quoi. Le gouvernement a fait semblant de croire qu'on pouvait continuer sur une croissance relativement élevée. Oui. Et là, en effet, le principe de réalité s'est imposé. Et ce plan est un plan classique, à la fois de coupure de dépenses dans les différentes administrations, de manière apparemment unanime sur tous les départements ministériels, et puis sur le terrain de politique publique, on l'a vu, vous l'avez annoncé, des coupes drastiques par rapport à ce qui a été annoncé, par exemple pour l'aide publique au développement. Oui. Donc en effet, la diète va être générale. Il y a quand même des choix politiques, parce que... Ou est-ce que c'est finalement, comme vous nous dites, tout le monde paye son écho? Non, tout le monde paye son écho. Oui. Je crois que c'est un plan relativement classique. Oui. D'ailleurs, vous aviez le sénateur Husson des Républicains qui disait au fond, il est en train d'annoncer ce que j'avais annoncé et sur lequel il n'était pas d'accord il y a 2 mois. Il ne faut pas oublier que vous avez tout de même les agences de notation qui vont rentrer en scène et qu'il est important pour la France d'envoyer des signaux et des signaux forts avant que les agences de notation se prononcent et éventuellement la peur, c'est tout de même la peur du déclassement du pays. Alors on y reviendra un peu plus en détail là-dessus, mais Lucile Schmitt, il y a quand même une mesure peut-être un peu plus visible que les autres pour l'opinion, c'est alors l'augmentation plus faible que prévu des crédits accordés à MaPrimeRénov'. On va dire ça comme ça. Ouais. Est-ce que ce plan, alors le plan d'austérité, c'est devenu un gros mot, c'est plus aucun politique l'emploi, mais est-ce que ça se fait au détriment des engagements politiques d'Emmanuel Macron, tout simplement, des engagements écologiques d'Emmanuel Macron? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, ce qui est important, c'est que le Royaume-Uni et l'Allemagne sont en récession. Oui. Ce sont des économies qui sont devant la France. L'Allemagne, c'est la 3e économie, le Royaume-Uni, c'est la 6e, nous, on est la 7e. Donc, il y a effectivement un contexte européen et international. Sur MaPrimeRénov', ce qui est important, et je trouve que c'est un renoncement qui a du sens, je veux dire qu'il y a un mauvais sens. En fait, depuis que le dispositif a été mis en place, on tâtonne pour trouver une manière de dépenser efficacement cet argent. Parce qu'en fait, quand vous voulez monter votre dispositif MaPrimeRénov', c'est une sorte de cauchemar, c'est kafkaïen en termes bureaucratiques. Et puis, donc, vous avez des catégories, vous ne savez pas à quelle catégorie vous appartenez, vous ne savez pas quel artisan a été labellisé, bref. Donc, ça on se demande même si ça n'a pas été fait pour être tellement compliqué qu'on l'utilise le moins possible. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à la question de renoncer à 1 milliard d'euros de MaPrimeRénov', c'est qu'on venait d'annoncer une simplification du dispositif et le fait que l'argent allait être enfin dépensé. Parce qu'effectivement, on n'arrive pas à dépenser MaPrimeRénov'. Et je vous rappelle que, par ailleurs, le leasing financé par l'État sur les voitures électriques à bas coût pour les ménages populaires a été également coupé brutalement parce qu'on dépensait trop. Donc le sujet, c'est au moment où la transition énergétique réussit à fonctionner pour les catégories populaires, puisque MaPrimeRénov', c'est en fonction de votre niveau de revenu que vous y avez accès, eh bien on coupe les crédits. Donc moi, je trouve que c'est un problème, c'est-à-dire que dans le moment où le Rassemblement national, l'extrême droite au niveau européen, porte un discours qui déconnecte l'écologie, la transition écologique et les classes populaires, je pense que c'est un très mauvais signal. J'ajoute sur l'aide publique au développement que même, c'est peut-être classique, comme le dit Pascal Perrineau, mais c'est quand même un sujet de rayonnement dans le monde, qu'on sort d'une COP où on a dit que le Nord et le Sud allaient travailler ensemble sur ces questions de transition écologique. Je pense que couper sur ces 2 chapitres budgétaires sur la question climatique, c'est navrant sur le plan interne comme sur le plan externe. Alors il y a toujours cette question, Benjamin Morel, de sincérité en matière de budget. Je pense que tous les gouvernements sont passés par cette critique et c'était d'ailleurs souvent justifié. Ces économies-là qui sont annoncées par Bruno Le Maire, elles pourraient ne pas suffire. Il va y avoir besoin d'un budget rectificatif à l'été, c'est déjà évoqué, sauf que là, il faut quand même dire qu'il y a un risque politique réel. Il y a un risque politique, c'est-à-dire que normalement, quand vous avez des grandes variations dans votre taux de croissance, etc., et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir tenir tout à fait vos comptes, il y a en effet ce qu'on appelle un projet loi de finances rectificative pour essayer de rééquilibrer la donne. Alors on peut quand même arriver à agir en se passant dans tel texte lorsqu'on touche quelques virgules, mais 10 milliards, c'est tout de même beaucoup seulement, vous l'avez évoqué. Le problème aujourd'hui, c'est que si vous proposez une loi de finances rectificative, il faut qu'elle soit votée par le Parlement, par définition. C'est une loi. Or, les lois de finances, c'est toujours très piégeux pour un gouvernement. Vous savez, quand on fait des comparaisons internationales, qu'on s'amuse à classer les partis politiques, s'ils sont dans l'opposition ou dans la majorité, il y a un critère. Et le critère, c'est est-ce que le parti vote ou pas le budget ? Aucune opposition ne peut
voter un budget. Et donc, ce faisant, c'est très, très piégeux, très problématique. LR ne pourrait pas soutenir un budget du gouvernement sans rentrer dans la majorité. Il y a très, très peu d'exceptions, peut-être les centristes au début du mandat Rocard, mais sinon, non. Et donc, aujourd'hui, vu les tensions au sein de LR, vu également, eh bien, je dirais, un certain nombre de malfaçons, la nomination de Rachida Dati, retenir les parlementaires LR à l'Assemblée nationale pour qu'ils ne déposent pas une motion de censure risque d'être très compliqué. S'il y a une motion de censure LR qui est déposée, à ce moment-là, ça veut dire qu'il peut y avoir une majorité pour la voter, ce que veut à tout prix éviter le gouvernement. Il y a très loin de la coupe aux lèvres, mais ce sera un risque politique. Mais il y a un vrai risque politique de voir ce gouvernement tomber à ce moment-là. Ce qui est intéressant d'ailleurs, Pascal Perrineau, parce que c'est un gouvernement à qui on prédit quelques mois d'existence depuis son difficile accouchement, si j'ose dire. Oui, en effet, parce que l'accouchement a été difficile, mais le vécu quotidien du gouvernement est également difficile. Parce qu'on a tout de même ce paradoxe d'un président qui a fait, si vous me permettez l'expression, un bon coup. L'idée d'aller chercher Gabriel Attal dans un premier temps, alors qu'il y avait peu de personnel politique macronien disponible, ayant une telle popularité, etc. C'était de rejouer un peu le renouveau de 2017. C'était pas une mauvaise idée, mais à peine nommé. On a l'impression que Attal, Premier ministre, séduit beaucoup moins le président de la République Attal, éventuel candidat. Et on a l'impression, sur de multiples domaines, on parlera tout à l'heure de l'arc républicain, par exemple, le président de la République n'a de cesse de contrarier son Premier ministre, de dire le contraire de ce que son Premier ministre a dit hier. Soit populaire, mais pas trop, quoi. Voilà. C'est soit classique. populaire, mais pas trop. C'est véritablement, certains parlaient du couple infernal président-Premier ministre. On a l'impression que ce couple est en train de devenir assez infernal. Alors, parmi les réactions, celle du ministre délégué au compte public, on l'a entrevu dans le reportage d'ouverture de Jérôme Rabier. Alors, il a annoncé également un renforcement de la chasse aux fraudeurs. On écoute Thomas Cazenave. Aux 10 milliards d'euros de dépenses, d'économies supplémentaires, avant de créer de nouveaux impôts, s'assurer que tous ceux qui doivent payer les impôts le payent. Et on va renforcer la politique de lutte contre la fraude. Vous savez que nous avons de nouvelles dispositions qui sont rentrées en vigueur sur les aviseurs fiscaux, par exemple, sur la possibilité de mener des enquêtes sur Internet, sur pseudonyme pour lutter contre tous les trafics. Et je crois déjà s'assurer que toutes celles et ceux qui doivent payer l'impôt le payent effectivement. Ça, on va pas. C'est très bien, mais je suis pas sûr que ça suffise à rentrer dans les clous si la croissance reste aussi faible. On est d'accord là-dessus, Lucie Schmitt. Je reviens sur ce que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, Pascal Perrineau, qui me semble très important. Si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est cette question des agences de notation. Il y a 3 grandes agences de notation mondiales qui font un peu la pluie et le beau temps et qui décident de donner une bonne ou une mauvaise note au pays. La France n'est pas passée loin de la dégradation la dernière fois. Qu'est-ce que ça provoquerait? Enfin, je vous demande pas une analyse économique, mais politiquement, pourquoi c'est tellement important à quelques semaines, si ça arrive, des élections européennes? Déjà, c'est important sur le plan du poids de la dette. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la France ne pourrait plus emprunter au même taux sur les marchés internationaux. Et on sait déjà que le poids de la dette est la première charge. Donc, il y a un sujet. Après, sur les élections européennes, on sait bien que la question de la bonne gestion économique est un des enjeux important dans le cadre de la compétition qui se joue sur ces élections, notamment si Emmanuel Macron et le gouvernement de Gabriel Attal veulent capter un électorat de droite. C'est pour ça que ce que disait le rapporteur du budget au Sénat est intéressant, c'est-à-dire qu'il dit c'est exactement ce qu'on avait dit il y a 2 mois, sauf que le sujet c'est que Bruno Le Maire peut dire oui, mais il y a 2 mois, je n'avais pas cette même prévision de croissance. Donc on peut supposer que l'électorat qui n'est pas rivé sur le fait qu'on ne lui a pas donné raison ou pas, va se dire au fond c'est une décision raisonnable, comme le disait Pascal Perrineau. Moi je voulais quand même électorat de droite. Électorat de droite. Je voulais insister justement sur le fait que l'électorat d'Emmanuel Macron n'est pas seulement de droite, n'était pas seulement de droite, et que donc il y a un des sujets. Moi je trouve ça assez effrayant, la présentation de ce plan d'économie de bouts de ficelle et de bouts de chandelle par rapport 10 milliards quand même. Oui, mais c'est 10 milliards avec des bouts de ficelle. Et on vient de nous annoncer quand même qu'il allait falloir pour les groupes de niveau recruter des professeurs massivement, former des professeurs de maths, des professeurs de français. On nous a dit aussi qu'il fallait augmenter le salaire des professeurs dans ce pays. Et donc ce que j'observe, c'est qu'on vit quand même dans des mondes parallèles. C'est-à-dire qu'on nous dit que les agences de l'État doivent faire des économies presque sur l'eau chaude et que par ailleurs, on nous a quand même dit qu'il fallait investir pour l'avenir de la France
en recrutant des professeurs dans des matières nobles et en suggérant que les professeurs soient mieux payés. Donc comment est-ce qu'on va... On pourrait parler de l'hôpital aussi. Il y a eu quasiment en simultané l'annonce ou la confirmation d'un plan de 500 millions d'euros pour l'hôpital. Donc ce plan d'économie, il ne reflète pas ce qui vient de nous être dit sur l'investissement public. Et alors, on y revient à cette équation impossible. Finalement, c'est de ça dont on est en train de parler, Benjamin Morel. Si on rajoute à ça l'espèce de... Alors, je ne sais pas quel terme employer, si c'est course à l'échalote ou litanie de revendications qui a été lancée par les agriculteurs et qui, ensuite, on a eu les contrôleurs de la SNCF, etc., etc. On est dans la perspective des Jeux Olympiques. C'est le meilleur moment pour obtenir quelque chose, sauf qu'on a un Bruno Le Maire qui dit, bah non, on a vraiment serré les cordons de la bourse. Ça va être la difficulté, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation économique qui est tout à fait folichonne. Ça, je crois qu'on l'a compris. Dire ça comme et ça, de l'autre côté, vous avez des échéances qui font que vous allez probablement avoir des mobilisations sociales, légitimes ou pas légitimes. En tout cas, elles seront là. Si jamais vous voulez éteindre une mobilisation sociale, alors que qui plus est, vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée, sans eau dans le camion de pompiers, ça va être relativement compliqué. Donc là, on a un gouvernement qui est quand même s'apprête à vivre des moments assez difficiles. Et ensuite, vous parliez de la sincérité du budget. Si vous voulez, c'est des vieilles solutions. Je parle notamment des 5 milliards. Les 5 milliards qu'on va faire dans les économies de l'État. Si on avait pu résoudre la question de la fraude fiscale, mais croyez-moi, ce n'est pas le premier gouvernement qui, tout d'un coup, aurait saisi cette manne. Ça fait des années qu'on parle de où est-ce qu'on pourrait trouver, d'ailleurs, c'est une forme de solution magique dans les campagnes électorales. Écoutez, il n'y a pas de problème, on va résoudre le problème de la fraude fiscale et de la fraude sociale, et donc on aura les moyens de donc mon équation économique, elle est cohérente. Oui. De l'autre côté, vous avez 3 budgets en France. Budget des collectivités territoriales, vous ne pouvez plus trop y toucher, elles sont déjà à l'os et elles assurent une partie de l'investissement. Les budgets sociaux, c'est compliqué, sinon là, vous allez avoir des manifs. Et ensuite, le budget de l'État. Depuis 30 ans, on tape sur quoi ? Sur le budget de l'État. Moi, je veux bien que le budget de l'État, il y ait forcément beaucoup de gras de papier, fonctionnaires dans les ministères qui ne servent pas à grand-chose. La réalité, c'est que l'immense majorité des fonctionnaires de l'État, c'est la fonction publique hospitalière, les profs, les policiers, les juges. Vous avez des tribunaux dans lesquels on ne peut pas mettre le chauffage. Donc, dire que tout d'un coup, on va réduire la taille des bureaux, ça me semble quand même un peu court. Oui, Pascal Perrineau. Et en même temps, la France n'est pas un pays sous-administré. On ne peut pas dire ça. Bien sûr. La France est loin d'être un pays... Oui, c'était une litote. Loin d'être un pays sous-administré. Il y a certainement des économies à faire. Mais, si vous voulez, il faut bien voir que l'électorat macronien a changé. Certes, Lucille Schmitt a raison, il y a toujours un électorat, j'allais dire, de socialistes favorables à l'économie de marché, voilà, qui se sont ralliés à l'électorat de Macron, mais enfin tout de même, le centre de gravité s'est déplacé nettement à droite. Et sur quoi le ralliement se fait chez les électeurs de droite à Macron? Sur le sérieux économique, sur la compétence et le sérieux budgétaire. Incarné par Bruno Le Maire qui est en photo derrière vous. C'est vraiment l'incarnation. Non mais c'est vrai, depuis ça. C'est rare. Je ne sais pas si dans notre histoire on a eu un ministre de l'économie avec une telle longévité. Et là, ça clive beaucoup entre la gauche et la droite dans les enquêtes. On voit que pour les électeurs de gauche, dans leur immense majorité, la question du déficit budgétaire est une question tout à fait annexe. En revanche, pour les électeurs de droite et de droite traditionnelle, ça reste très important. Le sérieux. Il y a de moins en moins de leaders de droite traditionnelle qui ont fourché ce cheval de bataille. Regardez par exemple le succès à un moment d'un homme comme Bayrou. Oui. Bayrou s'était beaucoup engagé sur le sérieux budgétaire. On dit que ça reste toujours une préoccupation forte du patron du MoDem. Et le ralliement se fait là-dessus. Donc il faut envoyer des signaux. Il faut envoyer des signaux parce que sinon, vous voyez bien que ces électeurs de droite pourraient avoir la tentation d'aller voir ailleurs. Oui. Vous vouliez intervenir, allez-y. Dernier mot sur ce premier thème. Sur la question de la suradministration française, j'observe que dans le discours du ministre des Comptes publics et dans le discours du ministre de l'Économie, il n'est pas question de ne pas recruter de fonctionnaires. Et il est question de supprimer un certain nombre de moyens, mais des moyens matériels. Et je crois que ce qui est important, c'est d'avoir en tête que les agents publics, les acteurs publics, c'est au-delà de l'État. C'est aussi les collectivités locales. Et aujourd'hui, ce qu'on estime, c'est que l'État a supprimé un nombre très substantiel de postes de fonctionnaires, que du côté de l'hôpital, il n'y a pas assez de postes, et que donc il y a un sujet collectivité locale. Je le dis sur Public Sénat. Donc le sujet, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un ministre de l'économie et un ministre des comptes publics qui n'abordent pas cette question, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Mais le sujet de la suradministration d'un certain nombre de collectivités locales, il peut être posé. Ce n'est pas le cas des fonctionnaires d'État.
Alors, deuxième grand thème de notre débat d'actualité politique, cette déclaration, interview du président de la République au quotidien L'Humanité. Je cite Emmanuel Macron, « Je ne fais pas d'équivalence entre les deux extrêmes. Je n'ai jamais considéré que le Rassemblement national ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain. » Il ajoute « J'ai toujours considéré que les textes importants ne devraient pas passer grâce à leur voix. Marine Le Pen affirmait à la veille du vote que si la loi immigration prévoit des régularisations, elle ne la voterait pas. Elle a fait le coup du sombrero et tout le monde s'est fait avoir. » Le coup du sombrero, on parle de football. Asdine, cette sortie présidentielle, au-delà du choix des mots, elle a quand même surpris pas mal de monde. L'arc républicain, ce nouveau mot à la mode, c'est un peu la nouvelle version en fait, du cordon sanitaire chiracien mis en place à l'époque pour faire barrage au Front National de Jean-Marie Le Pen. C'était le tout sauf l'extrême droite, et cet arc républicain à la sauce macronienne nous a tous un petit peu troublés pour plusieurs raisons. Un, la majorité, on l'a vu là avec cette phrase, emmenée par Renaissance, a fait adopter la fameuse loi immigration avec les voix du RN, il faut quand même dire cette évidence. On se souvient tous de cette scène, salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, ravie, s'était même attribuée cette victoire. Ce jour-là, on n'a pas entendu Emmanuel Macron brandir ce concept ou expliquer que cette loi avait été adoptée par des voix qui ne faisaient pas partie de cet arc républicain. Deux, Emmanuel Macron, on rappelle, un peu d'histoire, avait débattu contre Marine Le Pen à 2 reprises lors des 2 présidentielles, contrairement à Jacques Chirac qui avait refusé en mai 2002 d'affronter Le Pen père, estimant que son parti, le FN, n'était pas un mouvement républicain. Emmanuel Macron, en faisant l'inverse avec la fille, a validé en quelque sorte l'existence républicaine du Rassemblement national. Enfin, Emmanuel Macron a contredit Gabriel Attal. Moi, je considère que l'arc républicain, c'est l'hémicycle, hein, c'est clair. Il avait déclaré ça, le Premier ministre, dans Le Monde il y a 15 jours. Eh bien, dans l'hémicycle, il y a le RN. Mais est-ce que c'est justement un revers pour Gabriel Attal ? Alors, soit c'est une stratégie concertée. Dans les séries américaines, on dirait good cop, bad cop, espérant que chacun, selon sa sensibilité, s'y retrouve. Alors, ça peut avoir cette vertu, mais c'est un pari hautement risqué. C'est en même temps extrêmement délicat qui joue sur la montée de l'extrême droite. Et si c'est le cas, cette manœuvre ajoute au sentiment d'un gouvernement qui ajuste sa tactique au gré des circonstances électorales. On rappelle, en juin, il y a les européennes. Soit c'est un coup politique du président destiné à calmer les ambitions, les ardeurs personnelles de son Premier ministre. On sait que ses premières semaines à Matignon ont agacé au sein du palais. Son attitude de super nouveau chef de la majorité et ses erreurs de débutant, notamment sur la crise agricole, ont peut-être poussé Emmanuel Macron à lui rappeler que le président est le vrai patron, le stratège en chef, et que le sale boulot, en quelque sorte, c'est pour le Premier ministre. Franchement, connaissant Emmanuel Macron, c'est pas impossible. Et est-ce qu'on peut dire qu'une nouvelle fois, sans rien faire, le Rassemblement national récolte les fruits de cette cacophonie ? Il y a le meurtre parfait et il y a le coup politique parfait. C'est quoi le coup politique parfait ? C'est quand les autres travaillent pour vous. Voilà, le RN semble devenir l'unique boussole de la stratégie électorale de la majorité du président. Un plan média à 0 € pour le Rassemblement national. Ce débat sur l'arc républicain confirme une tendance sondagière. Le RN n'est plus le principal concurrent du président. Il est le grand favori des prochaines européennes. Donc pour le duo Bardella-Le Pen, arc républicain ou pas, comme au foot, pour reprendre la métaphore, seule la victoire compte. Merci beaucoup, Asdine. Je reprends la citation de Gabriel Attal. Arc républicain, c'est l'hémicycle. On était le 6 février dernier dans Le Monde. Pascal Perrineau, pour vous, ça révèle quoi, cette valse hésitation ? En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne, que dansent le président de la République et son Premier ministre. Ça révèle 2 choses. Ça révèle un certain amateurisme, hein, et le macronisme n'est pas complètement contradictoire avec l'amateurisme. Hein. Ce n'est pas la première fois que ça peut arriver. Et puis, deuxièmement, ça révèle ce qu'a toujours été cette idée d'arc républicain. Jadis, on appelait ça le front républicain. Encore avant, on a pu appeler ça la discipline républicaine. C'est comme ça que ça naît à la fin du 19e siècle. Ça a toujours été, comment dire, quelque chose de très modulable, qui varie selon les époques. Regardez, le Front républicain tel qu'il se met en place, au moment où le Front national apparaît dans les années 80, il a connu des épisodes extrêmement divers. Hein. Au début, il y avait beaucoup d'incertitudes. Une partie de la droite, souvenons-nous, à Dreux, faisait accord avec le Rassemblement national pour l'emporter dans une certaine commune. Puis ensuite, il y a eu une période où, en effet, on disait, voilà, tout sauf le FN, et puis après... Des élections régionales, avec des accords régionaux dont on se souvient. Et puis après, il y a eu une période où on disait non, il ne faut pas tomber là-dedans, ça nourrit au fond le FN, qui retourne le stigmate, etc., qui joue en effet la force politique que l'on veut absolument exclure. Et donc on est passé par exemple au Nini, hein, c'était Jean-François Copé, voilà. Et puis peu à peu, c'est tombé en désuétude jusqu'à ce que Emmanuel Macron,
en 2017, reviennent en changeant simplement de vocable, l'arc républicain. Mais alors, il faut bien reconnaître que depuis 2017, on n'y comprend plus rien. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'arc républicain? Est-ce que ça exclut totalement le recours au RN? On l'a vu au Parlement, pas simplement sur le projet sur l'immigration. Le RN a à plusieurs reprises voté des projets de la majorité. Et il n'y avait pas de montée aux extrêmes. Est-ce que dans cet arc républicain, il y a ou non l'autre extrême, c'est-à-dire LFI? Or là, c'est pas clair chez le président. Il dit au fond, ils sont borderline, quoi. Ça oui, là, dans l'interview de l'UMA, il dit certains ne respectent pas les valeurs républicaines. Certains ne respectent pas, mais souvenons-nous, Madame Borne avait dit, en s'adressant à LFI, vous n'êtes pas dans l'espace républicain. Encore un nouveau concept. Vous voyez, l'espace républicain. C'est-à-dire qu'on ne s'y retrouve plus du tout et les électeurs ne s'y retrouvent absolument pas. D'autre part, il faut bien voir que cette stratégie d'arc républicain, mais ça n'a jamais marché. On en parle depuis 30 ans, 40 ans, et le Front National, devenu Rassemblée Nationale, n'a cessé de croître. En 2002, quand même. Donc, en 2002, comme quand Jean-Marie Le Pen est au second tour, ça a quand même bien fonctionné. Alors après, ça quand même. Oui, disons ça. Le Front National, en effet, ne connaît pas de dynamique entre les deux tours. Mais c'est complètement terminé. Depuis 2017, Marine Le Pen est passée à plus de 30. Maintenant, elle est passée, la dernière fois, à plus de 40. Et là, on l'annonce à plus de 50. Donc, en matière de réussite, cette diabolisation, il faut faire très attention. Quand vous diabolisez une force, que vous dites « elle n'est pas républicaine », encore faudrait-il démontrer en quoi elle n'est pas républicaine. Bon, on va continuer d'en débattre et je donne la parole aux autres invités qui sont peut-être pas forcément d'accord, ou en tout cas ont peut-être une analyse complémentaire. Peut-être d'abord, Benjamin Morel, une question sur... puisque là, le titre du débat, c'est « Stratégie confuse d'Emmanuel Macron ». Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça, je ne sais pas. Cette interview à l'Humanité, si on revient un peu là au point de départ de ce débat autour de l'arc républicain, qu'est-ce qu'il cherche d'après vous, Emmanuel Macron? Il ne fait pas ça par hasard, évidemment. Non, il ne fait pas ça par hasard. Alors, il y a une opportunité. Il s'agit également... Enfin, l'objet initial, c'est quand même Manoukian. Et donc, à partir de là, il s'agit de reconnaître le parcours... La panthéonisation du couple Manouchian. De Manouchian. Donc, entre guillemets, c'est cohérent qu'il parle à l'UMA. Sur le reste, on est dans la tactique politique. Parce que cette notion d'arc républicain, c'est une notion fondamentalement de tactique politique. Souvenez-vous, 2019, ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de bruit ce discours, mais à l'époque, il parle à Quimper. Et il parle de lèpre nationaliste qui monte. Quel est l'objectif à ce moment-là? C'est de solidifier un duel avec Jordan Bardella en disant, voilà, si jamais vous voulez éviter que le RN soit en tête, il n'y a qu'une solution, c'est nous. Donc là, on est dans une stratégie de mobilisation différentielle à dessein de tenir la majorité. Souvenez-vous, 2022, premier tour, l'ennemi, on ne parle quasiment pas de Marine Le Pen dans la majorité, on parle de Jean-Luc Mélenchon. Dans l'entre-deux tours, discours de Marseille, Emmanuel Macron reprend le titre du programme de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun. On renvoie des signes à LFI en disant « venez voter pour nous parce qu'en face, il y a Marine Le Pen ». Ensuite, lors des législatives, le problème, c'est Mélenchon. Et donc, on parle peu de Marine Le Pen, on envoie des signaux à l'électorat RN. Donc, d'un point de vue tactique... Vous avez raison de parler de valse-hésitation. Il y a un moment où l'électeur, il s'y perd quand même. C'est pas de l'hésitation, c'est de la tactique. C'est-à-dire que si jamais j'ai besoin de l'électorat de droite et d'extrême droite, je lui envoie des signaux. Si jamais j'ai besoin de l'électorat de gauche et d'extrême gauche, je lui envoie également des signaux. Mais en effet, là où je vous rejoins, c'est que ça implique quand même que l'électeur a une petite mémoire de poisson rouge. Et que si jamais vous l'insultez la veille pour attendre ensuite de le flatter le lendemain, c'est ce qui s'est passé aux législatives. Il y a un moment où ça ne marche pas. Je pense que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon s'en sont souvenus. Exactement. Et ne se sont pas mobilisés pour les listes, pour les candidats Renaissance, de même que l'électorat de droite ne s'est pas forcément mobilisé contre la NUP pour les candidats Renaissance. Et ça, c'est un danger qu'à terme prend Emmanuel Macron. Le RN qui a beau jeu de pointer les contradictions du discours d'Emmanuel Macron. On écoute Jordan Bardella. Emmanuel Macron n'a pas à donner et à attribuer des brevets de républicanisme, en fonction des semaines d'ailleurs, puisque nous étions républicains il y a quelques jours, de l'aveu même du Premier ministre, nous ne le sommes plus. En réalité, les Français en ont assez, je crois, d'être insultés, méprisés par un président de la République qui a érigé l'outrance et l'invective en méthode de gouvernement. Lucille Schmitt, comment je peux vous poser? Est-ce qu'on peut exclure de l'arc républicain un parti qui pèse aussi lourd et depuis aussi longtemps? Ça reprend un peu ce que disait Pascal Perrineau tout à l'heure. On tient compte aussi des Françaises et des Français qui votent pour ce parti depuis longtemps. Bien sûr, c'est ce que dit Jordan Bardella. D'ailleurs, il parle des Français. Lui, il fait comme si tous les Français votaient pour le Rassemblement national, d'ailleurs.
Je pense que le sujet, c'est évidemment l'embarras. C'est-à-dire que j'entends bien ce que disent Pascal Perrineau et Benjamin Morel sur le côté tactique, ou ce que rappelait Pascal Perrineau, très intéressant, sur un embarras qui vient de loin. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas comment faire en sorte de contenir le Rassemblement national, et on observe sa montée quoi qu'on fasse. Donc c'est pas seulement une question de confusion. Pardon, je vous interromps. Oui. J'essaie de le faire le moins possible, mais un petit souvenir personnel. J'ai commencé ce métier, ça ne me rajeunit pas, en 89, et à la rédaction de TF1 à l'époque, et on se posait déjà la question. C'est ça. Comment faut-il donner la parole à Jean-Marie Le Pen? Faut-il l'inviter dans les émissions? Comment on en parle? Tirer la main, il y avait même à l'époque. Mais oui, faut-il. Enfin bon, bref, et ce qui est vrai pour les journalistes est vrai aussi pour les politiques. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que on tape là sur Emmanuel Macron, sur Gabriel Attal en disant ils se contredisent. Je pense qu'il faut reconnaître que la situation est extrêmement grave sur le fait que le Rassemblement national monte. Et pour Emmanuel Macron, elle est particulièrement grave puisque lorsqu'il est élu en 2017, au fond, il nous fait la promesse qu'il va contenir le Rassemblement national. Il l'a fait déjà au second tour, et il l'a fait d'une certaine manière en promettant le progressisme, le renouveau, l'ouverture du champ politique. Donc, et il sait qu'il ne peut pas se représenter en 2027. Donc, il y a un sujet sur quand même l'héritage, voire la honte, qui serait celle d'Emmanuel Macron, qui nous aurait fait cette promesse et qui qui serait vu comme le responsable de porter le Rassemblement national au pouvoir. Donc je comprends. Destin à la Barack Obama. Ouais, moi, je comprends qu'il soit mal à l'aise, embarrassé, et je trouve que ces expressions reflètent cela. C'est vrai que la République, on la met à toutes les sauces de longue date en France, et que c'est un problème, parce qu'au fond, maintenant, la droite s'appelle les Républicains, il y a l'arc républicain, il y a Jordan Bardella qui se réclame de la République, donc il y en a un petit peu marre de mettre la République à toutes les sauces. Et juste pour terminer, pardon. Ce qui me semble important, c'est effectivement qu'on hésite toujours, comme le disait Pascal Perrineau, entre deux choses, qui est au fond le normaliser ou le diaboliser. Le sujet, c'est sans doute, si on veut le normaliser, et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question de manière très directe, on ne peut plus laisser le Rassemblement national de côté, ça signifie le combattre sur les contenus. Et là, j'observe que sur le combat sur les contenus, la Macronie pêche. C'est-à-dire que lorsqu'il considère dans l'humanité qu'il ne pouvait pas faire autrement que d'adopter cette loi sur l'immigration qui reprend nombre d'idées du Rassemblement national, c'est un problème. Il fallait adopter le compromis Sacha Houlié, se débrouiller pour que le compromis soit adopté. Donc on ne peut pas combattre le Rassemblement national en adoptant ces idées. Alors, mais je vais vous poser la même question à tous les trois, et je commence avec vous, Lucie Schmitt. Est-ce que vous considérez que le Rassemblement national est dans l'arc républicain? Non. Parce que les idées historiques du mouvement le justifient, ou parce que ce que propose Marine Le Pen aujourd'hui le justifie? Parce que, pour moi, le droit des étrangers est un droit qui signale la démocratie et la bonne santé d'une République, et que, quelle que soit la normalisation qu'a engagée le Rassemblement national, son discours de haine par rapport aux étrangers, pour moi, l'exclut de l'arc républicain. C'est cardinal. Benjamin Morel. Je crois que la notion d'arc républicain n'a plus vraiment de sens, en réalité. Ce qui vous permet de ne pas répondre à la question. Ce qui me permet de ne pas répondre, parce que... Non, mais c'est pas un reproche, mais... Non, mais si jamais vous considérez que l'arc républicain, comme l'a défini Elisabeth Borne il y a quelque temps, c'est d'une certaine façon l'arc centriste, très bien, mais on est retour 4e République. Vous savez, ce qui fait tomber la 4e République, c'est qu'on gouverne sur 50% de l'électorat. On exclut les communistes, 30% de l'électorat, on exclut les gaullistes, je ne vais pas le parler entre gaullistes et RN, attention, qui pèsent environ 25% de l'électorat, donc le régime ne tient plus. Si jamais on maintient cette vision-là, eh bien la 5e République va s'effondrer, parce qu'en réalité, on ne peut pas gouverner avec la moitié de l'électorat. Donc si vous n'êtes pas capable de convaincre, eh bien à ce moment-là, c'est que le régime a un problème. Donc fondamentalement, la notion d'arc républicain, à ce stade-là... Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de la stratégie politique. Pascal Perrineau. Je crois que, si vous voulez, c'est dangereux de considérer que le Rassemblement national, c'est l'équivalent du Front national des années 80. Le Front national a changé. Le Parti communiste a bien changé dans son histoire. Pourquoi voulez-vous que le Front national ne change pas? Il a changé, et il a adopté, surtout avec Marine Le Pen, à partir de 2012, des éléments de la culture républicaine. Regardez, par exemple, la notion de laïcité. Alors, c'est une lecture particulière de la laïcité, mais au fond, la gauche était de plus en plus mal à l'aise avec la notion classique, disons, de la laïcité républicaine, et le Front national a fait une OPA totale sur cette notion de laïcité républicaine. Regardez le combat contre le wokisme aujourd'hui. Il y a un groupe qui a été créé au Parlement par le Rassemblement national pour lutter contre ce qu'il considère comme étant, au fond, cette perte d'identité républicaine liée à la pénétration des idées dites woke. Donc, le Rassemblement national a changé. Je crois qu'il a adopté des pans de ce qu'on pourrait appeler
du consensus républicain. Mais est-ce qu'il le respecterait arrivé au pouvoir? Parce que je faisais le parallèle avec les États-Unis, ce sont deux pays très différents. La comparaison n'est pas raison, mais quand même, voilà ce qui s'est passé à la fin du mandat de On a dit, Donald regardez Trump. ce qui s'est passé en Italie. Oui. On a dit avec Fratelli d'Italia et Madame Meloni, eux, en plus de ça, ils venaient carrément du néofascisme italien. On a dit, vous allez voir, ils vont sortir du consensus démocratique. Vraiment, n'importe quel observateur aujourd'hui de la République italienne vous dit, mais c'est vrai qu'ils sont dans un gouvernement de coalition. Et que le Rassemblement national, s'il arrive au pouvoir, ne serait peut-être pas dans un gouvernement. Il faudrait l'emporter aux législatives, ce qui est une autre paire de manches. Ce qui serait une paire de manches difficile. Mais je crois qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages à stigmatiser sur ce terrain régulièrement le Rassemblement national. Un mot chacun. Peut-être Benjamin, pour commencer, je vous redonne la parole. Non, rapidement, vous disiez il faut qu'il emporte aux législatives avec le mode de scrutin majoritaire à deux tours. Ça signifie que quand vous faites environ 35% des voix, vous avez une majorité absolue, ce qui est une différence fondamentale avec beaucoup de pays européens qui sont à la proportionnelle, qui font que ces groupes-là, quand ils arrivent au pouvoir, arrivent forcément avec des contrepoids. Sur le RN, aujourd'hui, on a affaire à un parti populiste assez commun, en réalité, en Europe, avec évidemment des franges qui peuvent être des franges d'extrême droite, maurassiennes, post-fascistes, etc., avec un électorat qui est un électorat qui, lui, ne communie pas vraiment dans ces idées-là, et avec des apports de la droite traditionnelle. Qualifier aujourd'hui le Rassemblement national du point de vue politique, c'est extrêmement compliqué. Je vais faire une analyse totalement... basique, et je l'assume totalement. C'est l'histoire de la grenouille qu'on plonge dans une bouilloire. Si on la met dans l'eau brûlante, elle sort, et si on monte le niveau de température petit à petit, elle reste. Est-ce qu'on ne s'est pas habitué finalement au Rassemblement national, au Front national avant, à ces discours-là qui fait qu'aujourd'hui on dit les uns les autres, finalement c'est dans l'arc. En tout cas, ce que nous dit Pascal Perrineau est très intéressant sur l'Italie, mais on ne sait pas ce qui se passerait en France. Et notamment, on ne sait pas, dans un État très centralisé, avec une haute administration qui, quand même, dans les années 40, n'a pas fait preuve d'une très grande indépendance, on ne sait pas ce qui se passerait. Et moi, je voulais insister sur un point, c'est que cette vague d'extrême droite, elle existe dans l'ensemble de l'Union européenne, et que les élections européennes vont manifester une modification du rapport de force par rapport à l'extrême droite, et que d'ores et déjà, la droite classique adopte certaines des idées du Rassemblement national anti-écologique. Et donc on est dans une situation où je reviens sur le fait que le contenu des idées de l'extrême droite progresse en Europe, notamment grâce ou à cause des mobilisations agricoles, et la réponse qui est faite est strictement anti-écologique, que la question des lois antimigratoires progresse également. Et donc le sujet, c'est pas seulement est-ce qu'ils vont gagner dans les urnes, c'est est-ce que leurs idées progressent. Alors, merci beaucoup Lucille, vous m'offrez la transition avec la chronique de Steve Jourdain qui nous rejoint tout de suite sur ce plateau, puisqu'on va justement se projeter vers ce scrutin européen. Bonsoir Steve. Bonsoir. Bienvenue à vous, c'est dans moins de 4 mois et le Rassemblement national passe la seconde. Oui, ce lundi, direction Menton, dans le sud de la France. Thomas, pour Jordan Bardella, le patron du parti. Pourquoi Menton? Ce n'est pas une destination qui a été choisie par hasard. C'est là où on trouve le poste frontière qui sépare la France et l'Italie. Point stratégique dans la lutte contre l'immigration clandestine. En 2023, je vous donne ce chiffre, Thomas, il y a eu plus de 44 000 interpellations de personnes voulant entrer sur le territoire de manière irrégulière. Un déplacement à Menton pour Jordan Bardella. C'est donc une manière de dire la lutte contre l'immigration clandestine, c'est moi, c'est nous et personne d'autre. D'autant que Jordan Bardella, et ça va être un thème intéressant à notre débat, il n'a pas fait ce déplacement seul. Non, il est venu avec la nouvelle prise de guerre du parti. Fabrice Leggeri, vous le voyez à gauche, ancien patron de Frontex, l'agence de l'Union européenne chargée du contrôle des frontières. Il l'a dirigé de 2015 à 2022 avant d'en démissionner à la suite d'une enquête disciplinaire. C'est un haut fonctionnaire, il est énarque, il a 55 ans, tout ce qu'il faut selon le RN pour rendre le parti plus crédible, plus respectable aux yeux de l'opinion. On va écouter Jordan Bardella tout de suite. Je suis, moi, très honoré que Fabrice Leggeri, qui est un grand serviteur de l'État, qui a tenté de remplir sa mission de protéger nos frontières, fasse le choix aujourd'hui du Rassemblement national et de venir apporter sa plus-value et son expertise à notre projet, parce que, précisément, il a été empêché de faire son travail. Je suis partisan d'une réponse ferme par rapport aux problématiques qui sont les problématiques du XXIe siècle, du contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Et moi, en tout cas, je ne souhaitais pas être sur une liste qui est celle de Madame von der Leyen, parce que Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est en fait l'Europe de Macron.
Fabrice Leggeri, qui était également courtisé par un autre parti. Par les LR, avec qui les tractations ont eu lieu ces derniers jours. Finalement, c'est le RN qui l'a emporté en lui proposant donc une 3e place sur la liste pour les européennes. Les raisons de ce choix de M. Leggeri, la voici. La raison, il a regardé les sondages. Thomas, il a fait un calcul plutôt simple. S'il rejoignait les LR, il y avait un risque que le parti ne fasse pas 5% des voix et qu'il ne puisse donc pas envoyer de représentants à Bruxelles. Avec le RN, il a donc choisi en quelque sorte la solution la plus sûre pour lui. Voilà, il voulait vraiment devenir député européen. Les LR qui, eux aussi, ont fait un déplacement ce lundi dans le cadre de ces élections. Oui, direction la Seine-et-Marne pour la tête de liste François-Xavier Bellamy, le patron du parti. Éric Ciotti, objet du déplacement, la visite d'une exploitation agricole en pleine crise des agriculteurs et à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. C'était pour eux aussi l'occasion de présenter leur nouvelle recrue pour les élections du mois de juin. On va la voir. Céline Imar a été officialisée ce week-end. C'est elle sera la numéro 2 de la liste LR. C'est une agricultrice céréalière dans le Tarn. Elle est passée par Sciences Po, elle est passée par l'ESSEC. C'est le symbole, selon Éric Ciotti, de la France qui travaille. Bon, ça y est, tout le monde est en place pour les élections du mois de juin. Non, tous les partis, non, évidemment. Le parti présidentiel tarde toujours à désigner sa tête de liste. L'Élysée traîne un peu des pieds. On peut dire ça comme ça. Merci beaucoup, Steve Jourdain, pour toutes ces informations. Ce retard à l'allumage. Tiens, on va rapidement, là, il nous reste moins de 5 minutes. Vous préférez parler du retard à l'allumage du parti présidentiel ou de Fabrice Leggeri? Tiens, je vous laisse choisir. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Non, bon, écoutez, le retard à l'allumage, c'est relativement classique, donc parlons plutôt de Fabrice Leggeri. Fabrice Leggeri, c'est vraiment une prise, mais il n'est pas du tout connu du grand public, mais c'est important. Si vous voulez, le problème de ces partis qui viennent des marges, or le Rassemblement national au début était un parti marginal, était un parti porteur d'une culture avant tout protestataire, qui savait mieux dire non que oui à quelque chose, qui avait des cadres qui étaient relativement mal formés. Là, dans la grande tradition de la Ve République, un serviteur de l'État, comme vient de dire, il a appris ses éléments de langage, Jordan Bardella, un serviteur de l'État, haut fonctionnaire, en effet, vient se mettre au service du RN. Ça veut dire que le RN quitte peu à peu son statut de parti protestataire pour tenter, on verra ce qu'il en est, de devenir un parti de gouvernement. Parce que c'est un homme qui a tout de même été pendant 7 ans à la tête de l'agence Frontex. Ça n'est pas n'importe quoi. C'est un homme qui a, j'ai lu plusieurs choses écrites par Leggeri, qui a une véritable expertise sur le sujet. Et là, au fond, on a un Rassemblement national qui commence à devenir plus sensible à la logique d'expertise qu'à la logique protestataire. C'est un signal. Oui, intéressant, très intéressant. Avant de vous donner la parole à l'une et à l'autre là-dessus, une autre réaction, celle du maire de Béziers, Robert Ménard, proche du Rassemblement national. Il dit que c'est exactement ce genre de profil que le parti de Marine Le Pen veut recruter. On dit qu'il a appliqué à sa façon un certain nombre de règles de Frontex. Honnêtement, ce qu'il a fait me semble pas désobligeant pour lui. Et qu'il soit énarque, il n'est même pas seulement énarque, il a fait je sais pas quoi en plus. Il a fait normal aussi. Comment ? Normal. Non, enfin, c'est pas un abruti quand même, disons les choses. Et le RN, il est quand même sacrément à la recherche de ce type de profil-là. Justement. On leur reproche, en gros, on leur reproche quoi ? De ne pas avoir les compétences et demain, s'ils sont au pouvoir, de ne pas avoir les hommes et les femmes pour diriger. Là, c'est une réponse. Lucille Schmitt, est-ce que c'était l'une des raisons pour lesquelles certains électeurs hésitaient à voter pour Marine Le Pen ou pour son parti? Le manque de cadre, le manque de compétences? Oui, certainement. Avec qui allait-elle gouverner? Oui. Et il y a la question du passage à l'acte. C'est-à-dire on peut caresser l'idée et puis au moment d'aller dans l'urne, on ne le fait pas. Moi, je voulais insister sur le fait que là, on fait beaucoup de compliments dans les reportages sur cet homme, mais qui en fait n'a pas respecté le droit. Et qui donc est sous le coup d'une enquête disciplinaire. Donc ce qui est intéressant par rapport à ce que ça nous dit si le RN était au pouvoir, c'est que ça veut dire que l'administration, on pourrait mettre à sa tête des gens qui n'ont pas respecté le droit et qui sont sous le coup d'enquête disciplinaire, et donc ça relativiserait complètement ce qu'est la démocratie et l'état de droit. Les hauts fonctionnaires, ils sont censés respecter une déontologie. Et c'est pas parce qu'il a fait l'ENA qu'il n'est pas coupable de s'être placé dans une situation où en fait il a fait une faute professionnelle. Donc le Rassemblement national recrute un haut fonctionnaire qui a fait une faute professionnelle. J'entends le message. Benjamin Morel, 30 secondes. Le débat est censé être terminé. À tort ou à raison, le problème aujourd'hui du RN, c'est plus la dédiabolisation. Parce que l'électorat qu'il vise, entre guillemets, ne diabolise plus ce parti. Le problème, c'est la crédibilisation. Est-ce que demain, au pouvoir, ce parti pourrait gouverner en nommant des gens qui étaient déjà dans le système, qui le connaissent de l'intérieur? Il envoie un message clair à son électorat, non seulement
nous sommes crédibles, mais en plus, si nous arrivions au pouvoir, on a déjà les gens de l'intérieur qui permettraient de faire tourner le système et qui ne sont pas d'accord. Donc du point de vue politique, c'est plutôt très très intelligent. Donc c'est une bonne prise. Merci beaucoup. Vos livres, Lucile Schmitt, Emmanuel Macron à contre-temps, paru aux éditions Bayard, et Benjamin Morel, La France en miettes, aux éditions du CERF. À bientôt sur Public Sénat. Merci encore à tous les trois.